Quand 5 policiers notoires ont confronté un vieil homme dans un petit restaurant au bord de la route, ils pensaient avoir trouvé une cible facile. Une silhouette voûtée, seule à une table près de la vitre embuée, une tasse fumante entre les mains, le regard perdu dans le va-et-vient monotone des voitures sur la départementale détrempée. Pour eux, c'était presque une routine. Une journée de plus à faire régner leur propre version de l'ordre. Ils ne se doutaient pas une seconde que ce soir-là, leur certitude allait s'effondrer, leur masque tomber, et que la ville qu'ils croyaient tenir sous silence allait se réveiller avec une rage tranquille mais implacable. Ce qu'ils ont rencontré ce soir-là allait défaire tout ce qu'ils pensaient incarner, déclencher une onde de choc dans toute la ville et rallumer une flamme de justice dans un endroit que beaucoup croyaient perdu. Il ne s'agissait pas d'un héros flamboyant ni d'un justicier venu de l'extérieur. Non, c'était un vieil homme, usé par les ans, habité par les souvenirs d'autres combats, et porté par une dignité qu'aucune autorité n'avait jamais pu éroder. Marcel Duval ajusta le col de sa vieille veste de vétéran, usée par le temps, mais toujours impeccable, et souffla doucement sur sa tasse de café noir brûlant. Ses mains, noueuses et tachées par l'âge, tremblaient légèrement, mais son regard restait vif, lucide. Il observait sans regarder, écoutait sans interrompre, comme s'il appartenait à une époque révolue où chaque silence pesait plus qu'un discours. Il était assis à sa place habituelle au Café du Repos, un petit établissement discret installé le long de la D19, à la sortie de Valombre, une commune que le progrès semblait avoir oubliée. Là-bas, le goudron se fendillait plus vite qu'on ne le réparait. Les enseignes se ternissaient. Les visages, eux, racontaient tous une forme de renoncement. Mais entre les murs en pierre de ce vieux café, le temps avait ralenti. La serveuse connaissait tous les clients par leur prénom. Le patron faisait encore crédit aux habitués. Et Marcel, chaque soir ou presque, venait y prendre son café, toujours à la même heure, toujours seul, dos à la porte, visage tourné vers la route. Certains disaient qu'il guettait quelqu'un, d'autres qu'il méditait. Mais tous savaient une chose, il fallait le saluer avec respect ou ne pas le déranger du tout. À 66 ans, Marcel n'était pas du genre à se précipiter. Il avait cette lenteur majestueuse de ceux qui n'ont plus rien à prouver, mais dont chaque geste raconte une histoire. Il ne haussait jamais la voix, et pourtant, quand il parlait, les plus jeunes se taisaient. Il avait connu des temps plus durs, des vrais hivers, des vrais combats. Il avait vu la guerre, la faim, l'injustice nue. Alors les regards intimidants de quelques policiers arrogants ne l'effrayaient pas. Il savait reconnaître la peur derrière les postures agressives et la fragilité sous les uniformes mal portés. Il parlait peu, mais à Valombre, il n'en avait pas besoin. Sa réputation le précédait. 2 missions en Algérie, des décennies à aider les anciens combattants, les toxicomanes, les traumatisés. Marcel Duval n'était pas un homme qui parlait de ce qu'il avait vécu, mais ceux qui avaient croisé sa route savaient qu'il portait en lui des guerres visibles et invisibles. Il avait été infirmier de campagne, soutien moral, porteur de brancard et parfois juste une présence silencieuse auprès de ceux qui mouraient loin de chez eux. Puis, revenu à Valombre, il n'avait pas disparu comme tant d'autres anciens. Non, il avait continué à se battre, mais cette fois pour les vivants. Il avait été celui qui montrait comment recoller les morceaux quand tout semblait perdu. Celui qu'on appelait quand un jeune sombrait dans l'alcool ou que l'un des anciens avait une crise en pleine nuit. Celui qui savait exactement quoi dire ou ne pas dire, pour ramener un peu de calme dans le chaos. Chaque matin, il passait au café pour offrir un coup de main ou simplement écouter. Il apportait parfois des croissants de la boulangerie quand il voyait que la patronne courait partout. Il rangeait des chaises, réparait des poignées, nettoyait les vitres sans qu'on lui demande. Pas pour être loué, juste parce qu'il croyait qu'il le fallait. Pour Marcel, la dignité passait par l'action discrète, le service humble, les gestes simples. Tendre un billet discret à quelqu'un qui n'avait pas de quoi payer. S'asseoir à côté d'un homme en silence, sans poser de questions, parce que c'était la seule chose à faire. « Ton habituel, mon poussin ?» demanda Léa, la patronne, une femme aux cheveux gris rassemblés à la va-vite sous un foulard taché de farine, en essuyant ses mains pleines de farine sur son tablier.
Sa voix portait une chaleur rare, celle des femmes qui avaient vu passer 3 générations de clients sans jamais changer de recette. Elle n'appelait personne par leur nom, toujours par des petits surnoms. Mais quand elle disait « mon poussin » à Marcel, il y avait là, dedans, un respect immense, presque filial. « Je prends le pain de maïs et ce qui est encore chaud », répondit-il, la voix grave mais douce. Un murmure rocailleux, teinté d'usure, mais chargé de cette douceur qu'on n'entend plus chez les jeunes. Il parlait lentement, comme s'il choisissait chaque mot avec soin, comme si chaque phrase méritait d'être posée calmement dans le silence du matin. « T'as toujours ta petite Bible dans la poche ?» demanda Léa avec un clin d'œil complice, en posant devant lui une assiette fumante. Il tapa du doigt contre sa poitrine, juste au niveau de la poche intérieure de sa veste. Juste au cas où quelqu'un oublie comment se comporter. Un demi-sourire étira ses lèvres, celui d'un homme qui n'imposait pas sa foi, mais portait ses convictions comme un phare tranquille. Elle éclata de rire et retourna en cuisine, sa voix chantonnant une vieille mélodie en désaccord parfait avec le vieux poste de radio suspendu au mur. Marcel regardait la buée se dissiper doucement sur la vitre, les gouttelettes fondant comme des souvenirs oubliés. Le monde dehors semblait encore figé dans les premières lueurs pâles de l'hiver. Les camions passaient au loin, les pneus glissant sur l'asphalte mouillé. Il y avait quelque chose de paisible, d'ordinaire, de rassurant. Mais il savait aussi que ces instants étaient fragiles, que la tranquillité, surtout dans un endroit comme Valombre, pouvait être balayée d'un seul coup. C'est alors que la porte s'ouvrit brusquement, laissant entrer une bouffée d'air froid. 5 hommes entrèrent, bottes lourdes, regards durs. Le bruit de leurs pas résonna sur le vieux carrelage comme un marteau sur une enclume. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur seule présence suffisait à changer l'atmosphère. La conversation s'éteignit. Les fourchettes suspendues à mi-parcours vers les bouches. Même la radio grésillante semblait avoir baissé le volume par instinct. Ils portaient des blousons noirs, usés mais impeccables, avec l'inscription « Gendarmerie de Valombre » brodée en lettres blanches sur le dos. Le genre de veste qui, dans une autre ville, aurait inspiré confiance. Mais ici, dans ce café, au cœur de cette commune fatiguée, c'était tout l'inverse. Ces blousons-là faisaient frissonner. Les visages dans le café se figèrent. Une tension soudaine, presque palpable, s'était emparée de l'air, comme si l'oxygène avait été chassé de la pièce. Même Léa, pourtant peu impressionnable, laissa échapper un bref regard inquiet à Marcel avant de disparaître dans l'arrière-cuisine. Ce n'étaient pas des agents ordinaires. Ce n'étaient pas les gendarmes que l'on croisait en souriant lors des fêtes communales ou qu'on appelait pour un différend de voisinage. Non, ceux-là, on ne les appelait jamais. Ils venaient d'eux-mêmes, sans prévenir, et personne n'osait leur demander pourquoi. C'étaient ceux qu'on murmurait le soir, à voix basse, une main couvrant les lèvres, comme s'ils pouvaient entendre à travers les murs. Des hommes qu'on accusait à demi-mot d'avoir frappé un adolescent sans raison dans une ruelle, d'avoir arrêté des jeunes sans motif valable, de revenir plus tard pour menacer les parents s'ils parlaient trop fort. Des agents que personne n'avait jamais vus rédiger un rapport, mais que tout le monde avait vu sortir des maisons avec des sacs de sport remplis de choses qu'on ne récupérait jamais. On savait qu'ils n'avaient pas besoin de mandat, qu'ils ne laissaient aucune trace, qu'ils faisaient peur même à leurs collègues. Et ceux qui tentaient de s'y opposer étaient rapidement transférés ou réduits au silence. Leur nom est non connu, un homme à la carrure de taureau et au regard de glace, dont le ton calme et glacial glaçait plus que des cris. Il ne haussait jamais la voix, mais chaque mot semblait peser, tranchant, final. Avec lui, ces 4 hommes, le moine, massif et brutal, qu'on disait avoir été viré de l'armée pour excès de violence. Picard, plus fin, plus rusé, mais aussi le plus cruel, car il savait comment humilier sans frapper. Sorel, silencieux, toujours en retrait, observateur inquiétant. Et enfin Nadir, le plus jeune, mais le plus imprévisible, celui dont les colères éclataient sans prévenir. On les appelait la meute, car où l'un allait, les autres suivaient. On les voyait rarement seuls. Ils arrivaient ensemble, bougeaient ensemble, regardaient ensemble. Une cohésion quasi militaire, sans faille. Certains disaient qu'ils communiquaient sans parler,
d'un simple regard ou d'un hochement de tête. Une meute, oui, et comme toutes les meutes, ils chassaient, ils traquaient, ils mordaient. Et quand ils avaient votre odeur, il était déjà trop tard. Et ce n'était jamais bon signe. Ambiance sympa ici, lança Gaudin en scrutant la pièce, sa voix faussement légère, mais imprégnée de cette menace sourde que tout connaissait. Il balaya la salle du regard comme un fauve jaugeant les proies. « Vous faites des fêtes sans nous. Maintenant » ajouta-t-il, un sourire narquois aux lèvres qui ne touchait jamais ses yeux. Personne ne répondit. Les clients baissèrent les yeux, feignant de s'intéresser à leurs assiettes, priant intérieurement pour qu'ils passent leur chemin. Léa jeta un coup d'œil anxieux depuis la cuisine, sa silhouette tremblante, à moitié cachée derrière le rideau en perles de bois. Une vieille dame près du comptoir attrapa la main de son petit-fils, comme pour lui rappeler de ne pas bouger, de ne pas respirer trop fort. Marcel ne se retourna pas. Il les observa dans la vitre, leurs reflets déformés dans la buée condensée du carreau. Il n'avait pas besoin de voir leur visage pour savoir qui faisait quoi. Il écoutait, il sentait. Les gestes étaient familiers, trop familiers, le chaos déguisé en routine. Le moine bouscula une serveuse sans même la regarder, son épaule massive l'envoyant heurter un tabouret. La jeune femme perdit l'équilibre et sa cafetière s'échappa de ses mains pour exploser au sol dans un geyser brûlant de café noir. Elle poussa un petit cri, plus de surprise que de douleur, mais resta accroupie, ramassant les éclats de verre en silence, les mains tremblantes. Nadir, sans un mot, renversa un pot de sucre d'un revers de main. Les petits cristaux se répandirent sur la table, puis tombèrent au sol comme une pluie blanche. Il observa le désordre comme un artiste inspecte son œuvre, puis s'éloigna lentement, satisfait. Sorel s'accouda sur le vieux jukebox, les yeux froids, et d'une pression sèche, coupa net une chanson de Brassens qui jouait en arrière-fond. Le silence qui suivit était brutal, presque violent, comme si quelqu'un avait arraché la voix du lieu. Le jukebox, vieux compagnon des habitués, s'était tu d'un coup sec. Un battement de cœur manquait. Picard, pendant ce temps, s'était approché d'une mère et de ses 2 jeunes enfants. Il s'interposa, bras croisés, large et ferme, les empêchant de sortir. La femme tenta un sourire poli, hésitante. Mais Picard ne bougeait pas. Il pencha même légèrement la tête, un sourire cruel aux lèvres, comme un chat jouant avec une souris avant la morsure. Les enfants se serraient contre elle, terrifiés. C'est alors que Marcel posa sa tasse avec une lenteur presque cérémonielle. Le bruit du porcelaine contre la soucoupe sonna comme un coup de cloche. Il se leva lentement, ses articulations grinçant un peu sous le poids des années et du souvenir de blessures anciennes. Son dos se redressa pourtant avec une dignité intacte. Ce n'était pas un homme qui se levait pour faire une scène. C'était un homme qui se levait parce qu'il n'avait pas le choix. « Laissez-la passer », dit-il simplement. Pas un ordre, pas une supplication. Une vérité calme, prononcée d'une voix grave, rauque, mais qui portait étrangement dans le silence de la pièce. Le silence s'abattit, complet cette fois. Même les enfants cessèrent de pleurer. L'air semblait s'être figé, suspendu dans l'attente. Gaudin, qui tournait le dos à Marcel, se retourna lentement. Il leva un sourcil. « T'as dit quelque chose, le vieux » demanda-t-il, le ton mielleux, mais les yeux étroits, calculateurs. Marcel ne cligna même pas des yeux. « J'ai dit, laissez-la passer. » Le moine ricana, un rictus sale collé au visage. Il croit qu'il est encore dans l'armée. Mais Marcel ne répondit pas. Il fit un pas. « Je me souviens de ce que signifie un uniforme. Vous semblez l'avoir oublié. » La voix de Marcel, posée et calme, résonnait comme un écho d'une époque révolue, mais encore vivante dans ses veines. Chaque mot était prononcé avec la certitude tranquille de quelqu'un qui avait vu le vrai visage de la guerre, du sang, de la loyauté, de la peur et de l'honneur. Ce mot que les 5 hommes en face de lui avaient piétiné depuis longtemps. Gaudin s'avança, lentement, les mâchoires serrées, les muscles tendus sous son blouson. Son souffle était court, chargé d'arrogance et de cette fureur glacée qu'ont les hommes qui sentent leur autorité remise en question. Ses yeux brûlaient d'humiliation, incapable de supporter le fait que quelqu'un, un vieillard de surcroît, ose lui parler ainsi, debout, droit, sans trembler. « Tu veux traverser cette fenêtre, le vieux » cracha-t-il, la voix sifflante,
ses doigts se refermant lentement sur sa matraque télescopique, à moitié tirée de sa poche latérale. Marcel ne broncha pas. Au lieu de reculer, il ouvrit calmement sa veste, lentement, comme s'il déroulait les pages d'un vieux livre sacré. Sous son pull usé, on distinguait une série de décorations militaires, accrochées au revers intérieur. Les rubans étaient fanés, les couleurs ternies par les années, mais les formes parlaient d'elles-mêmes. Une croix de guerre pendait là, légèrement de travers, à côté d'une médaille militaire, et au centre, comme un cœur battant, la Légion d'honneur. La pièce entière sembla se rétracter autour de lui. Même le silence changea de texture. Ce n'était plus un silence de peur. C'était un silence de respect, d'éveil, de mémoire. « Tu veux expliquer à un tribunal pourquoi 5 gendarmes armés ont frappé un vétéran de 66 ans dans un café devant témoins ?» murmura Marcel, sa voix à peine audible, mais si claire qu'elle coupa net la respiration de plusieurs clients. Ce n'était pas une menace. C'était un fait, une vérité froide et nue. Et dans le miroir de cette vérité, Gaudin vit pour la première fois le ridicule de sa posture. Gaudin cligna des yeux, déstabilisé juste une fraction de seconde. Mais c'était assez. Le moine, toujours celui qui préférait cogner avant de réfléchir, fut le premier à bouger. Il fonça en avant comme un taureau, cherchant à plaquer Marcel contre le mur. Mais Marcel avait déjà vu des hommes 1000 fois plus rapides et 1000 fois plus dangereux. Il pivota d'un pas sec, net, précis. Ses mains, pourtant ridées, agrippèrent le bras de Lemoine avec une force surprenante, le tirant en avant tout en pivotant son propre corps dans le même mouvement. Lemoine, déséquilibré, alla s'écraser lourdement contre une table, renversant chaises et vaisselle sur son passage. Un grognement sourd s'échappa de ses lèvres alors qu'il tombait à genoux, sonné. Picard, voyant cela, tenta de saisir Marcel par derrière, mais le vieil homme réagit sans hésiter. Il donna un coup sec du coude dans le ventre de Picard, suivi d'un mouvement fluide de sa canne qui balaya les jambes du gendarme derrière les genoux. Le choc fut net, implacable. Picard s'effondra comme un sac de sable, jurant entre ses dents. Sorel et Nadir, jusque-là immobiles, avaient fait un pas en avant, puis s'étaient figés. Leurs yeux allaient de leur collègue à terre à Marcel, qui tenait toujours sa canne, comme s'il s'agissait d'un sabre. Ce n'était plus un vieil homme devant eux. C'était un soldat, un vétéran. Une mémoire vivante du chaos, des batailles, des douleurs qu'eux n'auraient jamais le courage d'affronter. « J'ai survécu à des jungles plus dangereuses que vos égaux, » souffla Marcel, haletant à peine. « Vous voulez continuer ?» Sa voix n'avait pas bougé, pas tremblé. Elle s'était juste approfondie, comme si le poids des années lui donnait encore plus de gravité. Nadir recula, le regard baissé, son souffle coupé. Il vit dans les yeux de Marcel quelque chose qu'il n'avait jamais vu dans ceux de Gaudin, une force vraie, silencieuse, indestructible. Sorel, lui, ne bougea plus. Il baissa lentement ses bras, comme s'il rendait les armes sans mot dire. Gaudin serra les poings, son visage trahissant un mélange de haine, d'humiliation et de peur mal contenue. Mais au même instant, comme pour sceller le sort de la confrontation, 2 voitures bleues de la gendarmerie nationale se garèrent dehors. 2 agents entrèrent, armes dans les étuis, visages tendus. « Que se passe-t-il ici » demanda l'un. Les clients parlèrent tous en même temps. Léa pointa les morceaux de verre, la mère tremblante, les enfants blottis contre elle. Marcel se rassit tranquillement, reprit sa tasse. Il n'avait pas haussé le ton, il n'avait pas cherché la bagarre. Mais l'équilibre dans la salle avait basculé. Gaudin tenta de s'expliquer, de contrôler la situation, mais les téléphones étaient déjà levés, les caméras filmaient. L'arrogance s'effrita. La meute quitta les lieux, raide, sans un mot. Le jeune serveur au comptoir leva son téléphone. « C'est en ligne, » murmura-t-il. Il avait raison. Le soir même, la vidéo circulait partout. Le titre ? Un ancien combattant affronte 5 gendarmes et les met en déroute. On voyait Marcel debout, les médailles brillantes, la peur dans les yeux des enfants, la colère contenue dans chaque visage. Les chaînes d'infos reprirent l'extrait en boucle. Les forums locaux explosèrent. Des anciens soldats parlèrent d'honneur. Des militants parlèrent de justice. Même les cyniques se turent un instant. Il y avait quelque chose d'indéniable dans le calme avec lequel Marcel avait agi. Les langues se délièrent. On dénonça des abus passés, des plaintes enterrées, des pressions, des disparitions de preuves.
Les victimes, autrefois seules, se présentèrent. Une enquête fut ouverte. La préfète tenta de faire bonne figure, parlant de tolérance zéro. Elle semblait bien petite sur cette estrade. Marcel, lui, continua à venir chaque matin au café. « Je ne l'ai pas fait pour les caméras, dit-il à Léa. « Je sais, répondit-elle en posant une assiette devant lui. C'est pour ça que ça a compté. Il refusa les interviews. L'histoire doit rester sur ce qu'il faut réparer. Et pourtant, les gens affluèrent. Un jeune agent lui demanda une poignée de main. Une lycéenne l'invita à parler à son cours d'éducation civique. Un garagiste accrocha l'article imprimé sur son mur, à côté de la photo de son père soldat. Le café mit une petite plaque à sa table. Il s'est levé pour que d'autres puissent respirer. Gaudin revint un jour, sans uniforme, poignets bandés, les traits tirés. Marcel le rejoignit sur les marches du nouveau centre civique. « J'étais en colère, dit Gaudin. Après l'armée, je ne supportais plus d'être invisible. Le badge me rendait réel. Tu as échangé le respect contre la peur. C'est pas réel, ça. C'est emprunté. Je ne demande pas le pardon. Alors n'en demande pas. Agis mieux. » Le lendemain, Gaudin revint. Sans parole. Il balaya les couloirs, porta des chaises, répara un robinet. Puis le moine vint aussi. Il ne parla pas. Mais un gamin cassa sa trottinette et le moine l'aida à la réparer sans un mot. Sorel organisa des cours de self-défense. Nadir repeignit la grille du parc, puis les bancs. Picard enseigna la boxe à des ados, leur parlant de calme, de maîtrise. « Si ton cœur est pas tranquille, tes mains le seront jamais, répétait-il. Marcel n'ordonnait rien. Il observait comme un chêne solide enraciné. Des retraités firent des bilans de santé gratuits sur le trottoir. Un ancien délinquant monta un atelier de musique. Même les motards aidèrent à réparer les bancs de la ville. Une femme récita un poème sur sa fille perdue à la drogue. On ne l'applaudit pas. On se leva. Sous la fresque de Marcel, un chêne fut planté. Une pancarte disait « Pour ceux qui sont restés ». Le café devint cœur battant. Des cercles de parole, des réunions, de la poésie, de l'art. Des jeunes en rupture découvraient la programmation, la couture, le droit. Un avocat vint offrir son aide bénévole. La fresque montrait Marcel debout, une main sur l'épaule d'un enfant. En lettres blanches, le courage ne vieillit pas, il grandit. 6 mois plus tard, Marcel observait les enfants jouer. Là où il n'y avait qu'abandon, il y avait maintenant vie. Le moine réparait une balançoire. Léa distribuait de la limonade. Même Sorel peignait une barrière à côté d'un enfant. Marcel ne souriait pas souvent, mais ce soir-là, ses yeux brillaient. À travers la rue, un SUV noir attendait, moteur allumé. Marcel ne bougea pas. « Tu attends quelqu'un » demanda Gaudin. « Pas ce soir, mais peut-être. » Il hocha la tête. « Alors on reste prêt. » Un garçon passa avec un panneau accroché à son vélo. « La justice vit ici. » Un autre avait écrit « On se souvient. » Le soleil descendait. La fresque brillait. Une plaque y avait été ajoutée. Une étincelle peut allumer un feu. Une posture peut élever un village. Un ancien peut tout changer. Et la lumière du centre communautaire ne s'éteignait jamais.